Luqman est né dans un endroit où il ne veut pas grandir. Il s'imagine souvent faire comme ses amis, partir pour une autre ville, vivre loin des champs, apprendre une autre langue. Un jour, il a enfin l'opportunité d'entamer un grand voyage, celui qui doit lui permettre de réaliser son rêve, aller à l'école. L'histoire de Luqman est la deuxième partie d'une histoire en 2 parties. N'oubliez pas d'écouter le premier épisode, raconté du point de vue de Clara. Je suis né en Côte d'Ivoire, dans un village qui s'appelle Zaïbo. Le village où je suis né, c'est dans un champ. Mon père il a acheté un champ où il cultive. Au village, toute la terre elle est toute rouge. On n'a pas de goudron, rien du tout. Et le paysage, tout est vert. Tout est vert, c'est des citronniers, des orangers, des papayers et des bananiers. Au village, on n'a pas d'électricité. On fonctionne avec les lampes. Ma mère, elle a accouché dans la maison, parce que nous, on est vraiment très loin des villes. J'ai pas d'extrait de naissance. Du coup, j'ai grandi sans connaître mon âge. Et je fête jamais de mon anniversaire. Au village, je me réveille à 4h du matin et je vais surveiller les moutons et les chèvres. Le réveil est dur et puis il faut faire beaucoup de marches, parce que souvent les chiens ne sont pas à côté. Tu pars à 4h, tu rentres, il fait nuit. Et c'était dans des conditions très très délicates, mais on faisait avec. Les parents veulent que je reste avec eux pour cultiver, sauf que moi je veux pas ça. Moi je voulais aller à l'école, apprendre un métier. Et mon père il me dit, j'ai pas de l'argent pour t'inscrire à l'école. Il y avait aussi la ville qui était plus proche, pas trop loin du village, qui s'appelle Daloa. En grandissant, je me dis toujours, je vais aller à Daloa pour apprendre un métier. Plein de fois, je suis parti à Daloa. À chaque fois, ça se passe très mal. Je connaissais personne, du coup, j'ai commencé à traîner avec les gens dans la rue. J'ai fait de la mécanique, tout ça. Tout ce que je trouvais comme du boulot, je faisais, quoi. Mais à chaque fois, on me tombait dessus, on prenait mon argent, jusqu'à ce que mes parents ils viennent me trouver et puis me ramener au village. Quand ils viennent me chercher pour ramener au village, c'est la punition totale. Ils vont me frapper, ils vont te mettre à attraper les oreilles. Au fur et à mesure, je grandis et je travaille, mais je me dis, un jour, je vais partir. Le jour où mon oncle il est arrivé, il me dit, je vais partir avec toi. J'ai pas hésité une seconde. Je le suis, mais je sais pas où je vais. On a pris la route, on est arrivé à Daloa. J'ai pris le bus avec lui et on est parti. J'ai même pas posé de questions où on partait. Quand on est arrivé au Burkina, à la frontière, c'est là que j'ai compris qu'on n'était plus en Côte d'Ivoire. Ils ont contrôlé les papiers. Moi, j'avais rien du tout. Il a payé et on est passé. On passe 2 nuits au Burkina et le lendemain, on arrive au Niger. À la gare, il y a des passeurs qui sont arrivés, qui nous ont pris, qui nous ont emmenés dans une maison. On était enfermés là-dedans. Quand j'arrive dans la maison au Niger, on a un monsieur qui est arrivé le lendemain, qui venait du désert, quoi. Et il nous a parlé de son histoire, son parcours, ce qu'il avait vécu. Parce qu'ils étaient partis tous dans une 4x4 qui était plein. Et c'est le seul qui est sorti survivant. Et puis un soir, on était là. Le passeur, il est arrivé dans la journée. Il a dit, vous allez partir. Et mon oncle, il est parti, il a acheté des cagoules, des bidons, des lunettes, de la nourriture. Le lendemain, on est parti à 4h du mat des Niger dans un 4x4. C'est un pick-up où ils ont mis plein de monde. Moi, j'étais sur le bord, ils m'ont mis sur le bord avec une planche pour pouvoir me tenir. Quand je suis sur le bord, mes pieds sont dans le vide. Je tiens que sur la planche. Si tu tombes, ils s'arrêtent pas. Tous ceux qui sont tombés de la voiture, ils s'arrêtent pas. Il faut bien s'accrocher. On a roulé toute la journée. On était fatigués, même avec les cagoules. La poussière, elle rentre à l'intérieur. Moi, je me suis endormi sur la planche. Et tout d'un coup, j'entends un bruit. Quand je me suis réveillé, j'étais au sol. La voiture, elle a tourné sur elle-même. C'est là où je me suis levé. Je vois des blessés, des morts. J'ai eu peur. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire à mon oncle, là, moi, je vais plus partir. Je vais rentrer à la maison. Et là, il m'a dit, non, t'inquiète pas, ça va aller. On va soigner ton pied et ça va passer. On s'est levé. La voiture, elle n'arrive pas à se démarrer. Là, on a dormi sur place. Pas de drap, rien du tout.
Moi, j'avais pas de manteau, j'avais pas de chaussures fermées, j'avais que les sandales. Il faisait très très froid. Le matin, je me lève, j'avais les pieds gonflés sur le désert et j'arrivais même pas à marcher. Un chauffeur dans la voiture. Le lendemain, il nous dit, il y a une ville juste à côté, il va aller voir s'il trouve un mécano pour venir réparer la voiture. Et on a dit non. S'il va aller, on va aller avec lui. Ils ont réussi à réparer la voiture. Il y avait une dame avec nous qui avait 4 enfants. Elle s'est fait mal au dos, elle pouvait plus marcher. Et comme mon oncle, il prenait la dame et il la mettait sur son dos. Et nous, on prenait les enfants. On roule, on était tous fatigués. On voit des gens qui sont couchés, des cadavres, mais on peut rien faire. Dans la voiture, on avait des Nigériens avec nous. Ils voulaient jeter les enfants de la dame, un par un, sur le désert. Et nous, on a dit non. Du coup, on s'est imposé pour dire que non, on va jeter personne. Tant que c'est pas une personne qui est morte, une personne vivante, on va pas l'abandonner, quoi. Vu qu'on a roulé pendant 1 journée et demie, c'est là où on a compris que les passeurs voulaient nous abandonner. Ils nous avaient dit que la ville était à côté, sauf que c'est pas vrai. À l'entrée de la Libye, ils nous ont mis dans des corbillas, parce que là-bas, en Libye, on est vu comme de la drogue, quoi. Il faut vraiment les cacher pour faire entrer. Ça, c'est l'un des trucs qui m'a vraiment fait flipper parce que je me dis, je suis pas mort, mais je rentre dans un corbillard. Et là, je suis rentré dans le corbillard pour aller jusqu'à Saba. C'est la première grande ville de la Libye. Une fois arrivé à Saba, il y avait des convois qui partaient sur Tripoli, dans la capitale. Et c'est là où on s'est séparés, mon oncle et moi. On nous a départagés et je le vois partir dans un bus, mais je sais pas où il va. C'est là où Koné m'a pris sur son aile comme son petit frère. Koné, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien. On nous a remis dans un autre bus pour aller sur Tripoli avec Koné. Jusqu'à on est arrivé chez notre passeur qui s'appelle Abdallah. On était dans cette prison et on nous frappait tous les jours. On dormait sur la terre et on allume du feu et on a brûlé nos propres vêtements pour avoir du chaud. Une fois qu'on a passé 1 semaine chez lui, on est reparti sur Tripoli. Et le premier jour où on arrive à Tripoli, on nous a envoyés dans un foyer où on est resté 1 mois sans voir le jour. Tu peux pas sortir. Quand tu es dans la maison, tu entends les militaires passer derrière la maison. Ça tire de partout. Qu'il y ait des tirs, tu peux pas dormir. Et sur le coup, dans la maison, je me suis dit, bah là, je pense que c'est fini pour moi parce que on est resté là, j'ai serré les doigts, j'essaie de prier pour pouvoir sortir de cette situation. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur, il est venu, il nous a dit, ça s'est calmé un petit peu. Il va essayer de nous faire sortir de la maison pour nous envoyer au bord de la mer, là où ils font les embarquements. Ils ont commencé à fouiller tout le monde et moi, j'étais derrière. Après, le mec, il m'a regardé, il m'a dit, tu fais quoi ici? Mais je vais pas parler. Il m'a dit, allez, quitte là. Et c'est là où je me suis sauvé de la fouille. Du coup, ils ont fouillé tout le monde. Moi, ils m'ont pas fouillé. Parce que j'avais l'argent de tout le monde, en fait. Une fois dans le camp, le matin, t'as des gens qui venaient nous chercher pour aller travailler. Quand on revient les soirs, ils nous fouillent, ils reprennent l'argent qu'on a gagné et tu peux rien faire. Parce qu'il sort son arme et il te dit, voilà, soit tu dégages, soit je te tire dessus. J'ai plein de copains à moi qui se sont fait tirer dessus comme ça. Du coup, à chaque fois qu'ils venaient, je montais avec eux, je partais. Souvent, ils viennent nous réveiller, nous demandent d'aller ramasser des corps pour aller les enterrer. T'en as des corps qui durent 1 semaine, 2 semaines, t'arrives, tu prends, et t'as un bras qui part de l'autre côté, un pied qui part de l'autre côté. Et ça, sans aucune protection, ni gants, pas de masque, rien du tout. Tu es obligé de prendre ton t-shirt pour te boucher les nez pour faire ça. Et au bout d'un moment, c'est devenu un truc normal, quoi. Et j'ai le doigt qui s'est infecté. Et j'ai super mal, ça me fait mal, je peux pas dormir. Le problème, c'est que je peux pas aller à l'hôpital. Si je vais à l'hôpital pour me faire soigner, dès que je sors de l'hôpital, ils vont m'accompagner en prison. Du coup, ils me soignent avec de l'essence. Et c'est là où j'ai perdu le bout de mon doigt. J'ai eu peur. Je voulais me retourner pour aller en Côte d'Ivoire. Sauf qu'ils te laissent pas te retourner, en fait. Parce qu'ils savent que si tu te retournes, tu vas convaincre les gens qui sont derrière pour pas prendre la route. C'est là où j'ai compris que je suis obligé de traverser pour prendre la mer Méditerranée. Ils ont envoyé des bateaux gonflables et l'embarquement s'est fait la nuit. Je me suis dit,
c'est dans ça, je vais partir. Ok. Là, on nous a installés. Ils nous installent comme des régimes de bananes. Ils vous prennent, ils vous poussent, ils vous jettent là-dedans. Plus ils en mettent plus de personnes, plus et ça les fait gagner de l'argent. Ils pensent qu'à l'argent qu'ils vont prendre. Je suis rentré à l'intérieur. On est tellement l'un sur les autres. C'est ça qui m'étouffait parce que j'étais vraiment coincé au milieu. J'arrivais pas à respirer. Il y avait un chaleur qui peut te tuer, quoi. Il y avait 2 convois ce jour-là. Celui où j'étais, on a eu problème de moteur. Et on est resté sur l'eau jusqu'à petit matin. Il y a un pêcheur qui nous a trouvés sur l'eau. Et ce pêcheur, il nous a ramenés jusqu'à point du départ. Après, ils ont reformé un autre convoi. Où moi et mon pote à moi collés, on nous a pas pris dans ces convois. Et nous, on est restés. Et le lendemain, on est sorti, on allait chercher du travail. Et quand on est revenu, on nous a dit, tous vos frères qui sont partis hier soir, ils sont tous restés dans l'eau. Le bateau a coulé, du coup, il y a personne qui est sorti vivant. C'était pas un petit bateau de 10 personnes. C'était un bateau qui prenait plus de 200 personnes. La moitié, je les connaissais, j'ai dormi avec eux, on partageait le même drap, on partageait tout, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais ils sont tous restés dans ces bateaux. Koné, il s'est retrouvé un autre passeur parce qu'il avait appelé sa famille en Côte d'Ivoire qui lui a envoyé de l'argent. Et moi, vu que j'avais pas de téléphone, j'avais aucun numéro de mes parents, personne. J'avais personne à appeler en fait. Du coup, il a payé chez un autre passeur pour pouvoir partir. Quand il a payé, il en restait un petit peu, il m'a donné. Et il est parti. Et j'étais plutôt triste parce que c'est la personne sur qui je m'accrochais. Et une semaine après, ils m'ont dit la météo était bonne. Il y avait 3 convois. Et là, une fois que j'ai fini de faire l'embarquement, je me suis installé. Je me suis mis sur le bord du bateau. On a roulé toute la nuit jusqu'à le matin. C'est là où le moteur est tombé en panne. Les gens ont commencé à s'engacer. Du coup, ça a commencé à se bagarrer dans le truc. Et là, le capitaine qui conduit le bateau, il appelle SOS Méditerranée. Mais ils nous ont demandé d'avancer un petit peu plus pour aller sur l'eau internationale. Sinon, ils ne peuvent pas traverser pour venir nous chercher parce qu'ils n'ont pas le droit. Et t'avais des gens qui savaient nager et ils descendaient dans l'eau, ils nageaient, ils essayaient de pousser le bateau. Moi, j'avais pas de gilet, je sais pas nager. J'ai eu tellement peur et que j'avais vraiment envie de quitter la Libye pour pas me faire tuer que j'ai même pas pensé à le risque que je prenais de monter sur un paquebot. C'est là où je me suis dit, c'est ici que je vais mourir en fait. J'ai beaucoup prié et j'ai demandé pardon à ma mère en parlant tout seul, quoi. Et là, le capitaine, il a appelé l'arabe en Libye. Il a dû lui expliquer un truc en arabe, il a touché une partie du moteur, il a tiré, ça a démarré. Mais quand on est arrivé sur l'eau internationale, on a vu les bateaux de sauveterre, des petits bateaux de SOS Méditerranée qui venaient nous donner des gilets. Ils ont refait le tour sur la mer pour voir s'il n'y a pas d'autres qui arrivaient. Et on a trouvé d'autres convois qu'ils ont repêchés. Ils ont pris la direction pour aller sur l'Italie. C'est le lendemain, à 16h, on est arrivé à Syracuse, en Italie. En Libye, on nous fait croire on peut voyager avec le bateau jusqu'en Italie. Sauf que c'est pas vrai. Une fois arrivé à Syracuse, on a dormi sur le bateau sur place. Et le lendemain, on nous a fait descendre pour enregistrer, pour prendre les noms, pour savoir ton âge, tout ça. C'est là, moi, quand c'est arrivé à mon tour, on me demande t'as quel âge? Je sais pas. Ils m'ont mis avec les mineurs. Et nous, on nous a envoyés dans un centre vers Milan, dans la ville de Varese. Une fois à Varese, dans l'assaut, on nous donnait 25 € par semaine pour l'argent des poches. Quand j'ai eu un petit peu plus, ils m'ont accompagné pour acheter un téléphone. Et que pour la première fois que j'achète un Android, franchement, j'étais tellement content d'avoir un téléphone pour la première fois. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un téléphone, mais j'avais jamais les moyens. Et là, ils m'ont aidé à créer un compte Facebook, acheter un carte SIM, WhatsApp. Ça, c'est des trucs que j'ai jamais utilisé. Et c'est là où j'ai trouvé Koné sur Internet. Et là, il m'a dit, moi aussi, je suis en Italie. Mais lui, il était plutôt vers côté Napoli. Mais on pouvait pas se voir. On s'avait pas vu physiquement, mais on était tellement contents de se retrouver. C'était un moment incroyable. Quand j'ai créé le compte, j'ai trouvé des amis au bled
pote à moi que j'ai envoyé une invitation sur un Messenger, il m'a accepté. J'ai filé mon numéro, j'ai dit tu vas donner mon numéro à mes parents pour qu'ils m'appellent. Pour la première fois que je les ai au téléphone, parce que ça faisait à peu près d'1 an que je suis parti de la maison, qu'ils savaient pas où j'étais. Quand je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit on pensait que t'étais pas vivant quoi, parce qu'on n'avait aucune nouvelle. Je me suis retrouvé en Libye, je les ai expliqué la situation, ils m'ont dit mais comment t'as fait pour arriver là-bas? Parce que nous, on a appris à la radio il y a la guerre là-bas, ils tuent les gens. J'ai dit, mais moi, je savais pas. Quand j'ai eu ma mère au téléphone, et elle était tellement contente qu'elle pleurait au téléphone. Et c'était un moment très, très difficile. J'ai demandé à mon père mon âge. Il me dit que t'as 15 ans. Je lui ai dit, bon, vu que j'ai 15 ans, il va falloir que tu ailles déclarer et que tu me fais les papiers. Et je lui ai dit, ici, quand on est mineur, on est protégé, mais il me faut des preuves qui prouvent que je suis vraiment mineur pour être protégé. J'attendais les papiers, ça n'arrivait pas, parce que mon père, il n'arrivait pas à s'en sortir tout seul. Et là, j'ai décidé, vu que je parle un petit peu le français, je vais aller en France. Du coup, la Coupe du Monde 2018, dès que la France a gagné la finale, je me suis dit, dans ma tête, c'est le bon moment d'aller en France. Parce que les frontières, ça ne sera pas surveillé. On a traversé par les Alpes. On est arrivé, t'avais des assos qui étaient là-bas, qui nous expliquaient le schéma sur une carte. Et là, on a pris la route. Il y a des endroits, quand tu arrives, tu peux même pas marcher, tu es obligé de jeter ton sac et tu t'assois sur tes fesses et tu glisses pour aller retrouver ton sac en bas. Et il y a des parties des frontières quand on arrive où il y a vraiment tu vois la police à la frontière. On se met à faire de la formation militaire, on marche avec les coudes pour pas qu'on nous voie, parce que quand tu t'élèves, tu marches debout, on te voit. Et quand la police te voit, ils vont t'arrêter. J'ai marché jusqu'à Briançon. À Briançon, le lendemain, on nous a envoyés à la police. Et la police, ils ont pris nos empreintes, ils nous ont donné des tickets pour prendre le bus pour aller dans une ville qui était à côté. On était dans un foyer où il y avait que des mineurs en attendant qu'ils te font l'évaluation pour évaluer si tu es mineur ou majeur. Moi, j'avais pas encore mes documents d'identité. Ils m'ont dit, on peut pas te garder, il y a trop de monde qui arrive. Et je me suis retrouvé à Dijon. Et à Dijon, je suis arrivé. Ils m'ont donné 1 mois d'attente avant de faire l'évaluation. Entre-temps, il faisait froid. Ils m'ont dit, ils n'ont pas de place pour me loger. Et j'ai pris le train jusqu'à Paris. Et là, je descends dans la gare, je sais même pas où aller. Je sais pas lire ni écrire. J'ai les panneaux, je sais pas c'est dans quel sens. Mais moi, tout seul, je savais pas comment sortir de la gare. Du coup, j'ai dormi à la gare. Et le lendemain, je suis sorti de la gare. Et là, j'ai commencé à marcher. J'ai trouvé d'autres gars qui étaient dans la même situation que moi. Et je les ai dit, est-ce que vous avez des endroits où vous dormez? Ils m'ont dit, ouais, non, on dort à Porte de la Chapelle. Je dormais avec eux sur les tentes à Porte de la Chapelle. C'est là où j'ai commencé à dormir dans la rue. Je partais dans les petites villes qui sont à côté de Paris pour faire la demande. Si ça marche pas, je reviens à Paris. Parce qu'il y avait plein d'assauts, des restos du cœur où je pouvais aller manger le matin. Et les soirs, Porte d'Aubervilliers, t'avais une association tous les soirs qui partait distribuer de la nourriture où je partais prendre à manger là-bas. Mais moi, à chaque fois que je croisais des assos, on me donnait des adresses. Ils me disent, on vient te récupérer, on va te mettre dans un appartement, mais à chaque fois, il n'y a rien qui marchait. Du coup, j'avais compris que, voilà, il fallait s'habituer à dormir dans la rue, quoi. J'ai reçu plein de propositions pour faire plein de trucs, mais des trucs qui sont pas bien, ou qui vont me conduire demain en prison, notamment la vente de la drogue, tout ça, des trucs comme ça, ou aller voler des scooters pour aller mettre dans les containers. J'ai eu plein de propositions, mais ma mère m'a toujours dit, faut jamais voler, faut jamais rentrer dans des conneries. Du coup, j'ai toujours gardé ça dans ma tête, je me suis dit non. Et un jour, j'étais à Porte d'Aubervilliers, c'était un kebab là-bas. Je suis allé voir le mec, j'ai dit s'il vous plaît, est-ce que je pourrais juste avoir un morceau de pain pour manger, parce que depuis ce matin, j'ai pas mangé. Il m'a dit non, j'ai rien à bouffer. Il m'a vraiment envoyé dans le vent, ça m'a fait vraiment de la peine, quoi. Ce jour-là, je me suis dit non, je vais plus jamais aller demander à quelqu'un, voilà, je préfère mourir que d'aller demander, quoi. Un jour, c'était l'été. Ça faisait plus d'1 an que je vivais dans la rue. J'ai un de mes potes qui m'appelle, qui me dit « Accompagne-moi à l'ambassade de Côte d'Ivoire ». On arrive à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je me suis fait passer pour un mangeur pour pouvoir signer
le document à mon pote. Ils m'ont dit non, t'es mineur, tu peux pas signer. Dès qu'on reçoit de l'ambassade, on voit une dame arrêtée devant l'ambassade. Et vu que j'étais le plus grand avec mes amis, ils m'ont dit, toi, va la parler. J'ai dit non. J'ai dit à mes amis, je vais pas aller tout seul parce que ça m'est arrivé plein de fois que je demande des renseignements à des filles ou des dames dans la rue. Ils te disent tout de suite, je dis non, je suis pas intéressé. Et peut-être ils ont l'habitude que les gens ils viennent tout de suite les aborder, les draguer. Sauf que moi, c'était pas dans cette but-là. Peut-être parce que je suis sale, parce que je prends pas les douches tous les jours comme tout le monde. J'aimerais bien, mais c'est pas de ma faute, je suis dans la rue. Ça m'est arrivé qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé comme ça, dans le vent. Je les ai dit non, on y va tous les trois. Si c'est dans le vent, on le prend le vent tous les trois. Et là, on s'est mis d'accord, on est parti auprès d'elle. Du coup, on a demandé son prénom, elle nous a dit elle s'appelle Clara. Et là, Clara, elle nous a pas jugé. Et là, on est parti à l'ambassade avec Clara. Ils ont laissé Clara signer pour mon ami. Quand on est sorti de l'ambassade, dans ma tête, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, est-ce que je vais pas demander le contact à Clara comme ça, si mes documents à moi, ça arrive un jour, comme ça, Clara, elle va m'accompagner pour faire mes démarches auprès de l'ambassade parce que j'ai vu que on est parti avec un Africain, ils ont pas voulu, et on est parti avec une blanche, ils ont accepté. J'ai hésité, et d'un côté, je me suis dit, allez, vas-y, fonce. Et là, je lui ai posé la question, excusez-moi, Clara, est-ce que je peux avoir votre numéro? Elle n'a même pas hésité un coup, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a filé son numéro. Et après, chacun est reparti dans son coin. Et là, un jour, je tombe sur le numéro de Clara. J'essaie d'écrire avec Google. Et elle me répond, c'est qui? C'est là que je me suis dit dans ma tête, si je suis mal barré. J'ai essayé d'envoyer des messages vocaux. Elle s'est rappelée de moi. Et c'est là où elle m'a appelé, elle a essayé de prendre de mes nouvelles, elle m'a posé des questions, c'est là que je lui ai expliqué ma situation, mais je n'ai toujours pas dit que je dormais dans la rue. Mes papiers sont arrivés plus tard, à la poste, et là il a fallu que j'aille les récupérer, mais je savais pas comment faire. Et là j'ai appelé Clara, je lui ai expliqué la situation, elle m'a donné un rendez-vous à la gare du Nord, juste à côté de l'hôpital, elle est venue avec sa voiture. Elle m'a accompagné jusqu'à la poste. On est arrivé là-bas. Et les mecs, ils ont fouillé. Ils ont dit que c'est trop tard. Les papiers, les documents sont répartis en Côte d'Ivoire. Et là, je suis ressorti tout déprimé. J'étais désespéré, quoi. C'était le seul espoir pour moi de prouver qui j'étais, en fait. Et Clara, on est ressorti. Elle m'a envoyé dans un kebab. Je me suis dit, mais franchement, c'est une personne, elle est très gentille. Même si j'avais pas eu les papiers et mes documents, toute la soirée, j'étais content d'avoir bien mangé et de me retrouver dans un resto, quoi. Soulagé d'être accompagné d'une personne qui m'écoute et qui comprend ma situation et qui est prête à être là pour moi en cas de besoin, quoi. Parce que pour moi, c'était un trait qui était vraiment incroyable. Un jour, Koné m'a contacté parce qu'il était toujours en Italie. Et il me dit, ils m'ont refusé l'asile en Italie. Je vais venir en France. Quand il est arrivé en France, il arrive à la gare du Nord. Je suis allé le chercher. Quand on se retrouve, c'était un jour très spécial pour tous les deux, quoi. Parce que de 2017 à 2019, on s'était pas vu. Du coup, entre-temps, je voyais Clara de temps en temps. Et là, c'était la dernière audience au tribunal. Et ils m'ont refusé la prise en charge, en fait. Et là, j'étais tout désespéré. J'ai appelé Clara, je lui ai expliqué la situation. Et là, Clara elle m'a dit, moi, je te propose de venir chez moi. Tu vas dormir sur le canapé. Et là, sur le coup, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment-là? Parce que j'étais content, mais au fond de moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Elle m'a donné l'adresse, je suis allé. Quand j'arrive, j'appelle, ça répondait pas, mais je sais pas pourquoi ça répondait pas. Là, je me suis dit, oh, c'est pas une surprise, c'est comme d'habitude. Je vais me retourner encore dans la rue. Et là, je suis dans le train, je suis en train de partir. Et tout d'un coup, je vois Clara qui me rappelle, qui me dit, ah non, je suis désolé, j'étais en train de dormir. Je lui ai dit, bah, je suis dans le train, je suis déjà reparti. Du coup, elle m'a dit, bon, tu reviens demain. Et le lendemain, je suis revenu. Du coup, j'avais mon petit sac où j'avais des t-shirts avec des pantalons, des baskets pourries que quelqu'un m'avait filé qui puait. À chaque fois que je suis dans le métro, je vois les gens s'écarter, mais je comprenais pas pourquoi. Et que je suis arrivé, j'ai enlevé les baskets, ça puait. Elle m'a dit, ah, ça, tu mets ça dehors. Elle m'a montré la douche. Il y avait des shampoings, tout ça, mais moi, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait prendre parce qu'on m'a pas dit il faut prendre. Du coup, pour moi, tant qu'on me dit pas, utilise ça, moi, j'utilise pas. Une fois sorti de la douche, elle me demande, bah,
t'as pris quoi comme shampoing pour te laver? J'ai dit, bah non, j'ai rien touché parce que vous m'avez pas donné la permission de... Elle me dit, non, non, tu pouvais te toucher. J'ai dit, bah non. Moi, on m'a toujours dit, tant qu'on te dit pas, prends ça, tu prends pas. Et là, elle m'a fait un thé chaud, elle m'a fait manger. J'étais tellement content d'être au chaud. On a préparé un matelas au sol. Elle avait une tablette dans son armoire, elle a fait sortir la tablette. Du coup, elle m'a demandé qu'est-ce que je vais regarder, mais moi, je connaissais pas les trucs comme ça. Du coup, elle m'avait proposé Tom Sawyer. L'histoire, elle m'a vraiment marqué. Tom Sawyer, quand je le regarde, il est tout le temps tout seul. Il fait ses trucs tout seul. Soit il est dans des petits trucs, des petits magouilles. Ça me plaisait, j'avais vraiment envie de regarder. Ses aventures, ça me passionnait, quoi. Et les week-ends, elle rentre vendredi soir, elle dormait. Elle faisait que dormir, elle se lève juste pour manger un morceau de pain. Et après, elle dort, elle dormait, elle dormait. Du coup, moi, j'étais là, j'ai flippé, quoi, parce que je me disais, mais j'ai jamais vu quelqu'un dormir autant. Mais je comprenais pas, en fait. Du coup, ça me faisait peur. Et petit à petit, on a commencé à se rapprocher. Du coup, on discutait. Elle me posait des questions. Elle m'avait demandé si je sais à peu près le trajet que j'ai fait. Je dis, bah, je n'ai aucune idée. C'est là où elle m'a acheté un planisphère pour me montrer vraiment le trajet que j'ai fait. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué. C'est là où je me rends compte que j'ai vraiment fait du chemin, quoi. Parce que moi, j'ai traversé, mais je savais pas que c'était autant. C'était vraiment pas un petit truc, quoi. Du coup, ça faisait quelques mois que j'habitais chez Clara, mais elle a décidé de m'emmener chez ses parents qui habitent à la campagne. C'était la première fois que je voyais une maison si grande, avec une piscine, un jardin, et le père à Clara qui fait des légumes, il fait tout. Vu que moi, au bled, j'avais l'habitude de cultiver avec mes parents, ça me faisait plaisir de faire ça avec lui, quoi. Et t'as sa mère aussi qui était enseignante, mais qui est à la retraite. Elle m'apprenait le français. C'est elle qui m'a appris à écrire un minuscule attaché. Je savais pas écrire. Elle attrapait ma main avec le stylo pour écrire. C'était incroyable parce que j'ai eu une accueil, des gens que j'avais jamais vu dans ma vie, mais ils m'ont accueilli comme si j'étais avec eux tous les jours, quoi. À la maison avec Clara. Elle me posait des questions. Est-ce que tu as envie de te retourner en Côte d'Ivoire ou tu voulais rester ici pour poursuivre d'autres projets? Moi, j'ai dit, bah, pour l'instant, moi, j'ai juste envie d'un truc, c'est vraiment d'aller à l'école, apprendre à lire et écrire. Et là, t'as le Covid qui est arrivé. On est confinés tous les deux à la maison. Et c'est là où vraiment, on s'est vraiment rapprochés. Et là, pendant le confinement, t'avais France TV, je crois, où il y avait des cours qui passaient tous les matins. Écoute, tous les matins à 6 heures, je me réveillais pour suivre les cours à la télé. Pour apprendre à écrire. Clara, elle prenait plus de temps pour m'expliquer. On continuait à réviser l'alphabet. Les lettres avec les sons, c'était très, très, très dur. Souvent, j'ai l'impression que je suis bête ou je vais jamais y arriver. Elle me dit non, tu vas y arriver, faut t'entraîner. Elle n'est pas mon responsable légal, du coup, elle peut pas m'inscrire à l'école. Du coup, elle a essayé de trouver tous les moyens. Et enfin, on a réussi à trouver, j'ai fait mon entrée dans une classe de mise à niveau pour les gens qui apprennent le français. Du coup, j'ai passé une année là-bas. Et après, vu que j'ai eu le niveau, j'ai été orienté vers un CAP, mais il a fallu choisir le métier. Moi, je voulais vraiment un métier où je vais vraiment toujours avoir du taf. Et mon cœur s'est penché sur la plomberie. C'est parce que aussi, il y a moins de danger. Il y a des risques, mais c'est moins risqué que de la maçonnerie, que la couverture ou de la chaudonnerie. Parce que je n'ai pris trop de risques dans ma vie. Si c'était à refaire le parcours que j'ai fait jusqu'ici, je le ferai pas. Et je conseillerais jamais à personne. En 2021, je deviens mangeur et c'est là où je dois demander le titre de séjour. J'ai déposé ma demande, ça a duré. J'avais pas de réponse. En décembre 2023, quelques jours avant Noël, j'étais en plein examen, je devrais même passer mes examens de CAP. Je reçois un courrier, refus des titres de séjour, obligation de quitter le territoire. Pourquoi? Je sais pas. J'ai jamais commis aucune infraction. J'ai toujours payé
mon Navigo. J'essaie de toujours être en règle, en fait. Que je comprenais pas ces refus. Ça m'a traumatisé. Et là, il a fallu faire des recours avec Clara. On a appelé l'avocate pour pouvoir faire la démarche. Mais moi, j'ai plus d'espoir, quoi. Et un jour, j'étais au travail et je reçois un coup de fil. Là, je réponds. C'est une dame qui j'ai eu au téléphone. Elle me dit, c'est monsieur Lookman. J'ai dit oui, c'est moi. Elle me dit, c'est la préfecture. Il faut renvoyer votre dossier. On va réexaminer votre dossier. Au bout de 6 mois, ils m'ont envoyé un SMS que le titre de séjour est disponible. Il faut payer le timbre à 375 €. Du coup, c'est Clara qui a payé le timbre et j'ai récupéré le titre. Quand j'ai récupéré la carte, j'étais tellement content. Je me suis dit, enfin, je suis sorti de la misère, quoi. Ce jour-là, c'était la fête, quoi. Je me suis même commandé un plat ivoirien pour me faire plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à renouveler ces mêmes titres. Le titre de séjour qu'ils m'ont donné, c'était une carte de 1 an. Du coup, là, elle est périmée, mais j'arrive pas à renouveler. Est-ce que ça va s'arranger un jour? Parce que c'est depuis 2024, mois d'avril, que j'ai plus les titres. Je fais que de renouveler les récépissés sur récépissés. Mais est-ce que la carte, est-ce que je vais l'avoir un jour? Je sais pas. Mais Clara, à chaque fois, elle me dit toujours, on va essayer de trouver une solution, on va trouver une solution. J'ai du mal à y croire, quoi. Que ça va s'arranger un jour. J'espère beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai 21 ans. Je suis fier de mon parcours. Je passe aussi le bac. Ça, c'est vraiment un exploit personnel parce que j'ai jamais été à l'école auparavant. Parce que même mes parents, quand je les ai au téléphone, j'ai dit, je vais à l'école, enfin, je sais lire, je sais faire des trucs. Et ils sont fiers de moi. On est en 2025, ça fait 9 ans aujourd'hui que j'ai pas vu ma mère ni mon père. Et ma mère, elle sait pas à quoi je ressemble. Mais pour l'avoir, il faut un titre de séjour pour pouvoir voyager. Tous les gens que je connais qui sont encore en Afrique, qui essayent de dire qu'ils vont prendre cette route, je les déconseille. Je dis non. Parce que j'en ai vu des milliers de personnes qui sont mortes sous mes yeux. J'aurais pu être parmi ces gens-là. Mais je sais pas par quel miracle je suis sorti vivant, mais je vous le conseille pas. La rencontre avec Clara, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai vraiment perdu confiance en moi, quoi. Parce que moi, avant, on m'a toujours fait comprendre que les blancs, ils étaient toujours supérieurs à les noirs. Même si j'étais assis là, qu'un blanc il vient, et je me lève dans le métro, je lui laisse la place. Du coup, avec Clara, elle m'a dit non, c'était pas normal, on est tous pareils. Tu te coupes la peau, je me coupe la peau, c'est le même sang qui sort. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je me dis c'est grâce à Clara que je suis là aujourd'hui. Et moi aussi, en retour, j'essaie de la aider comme je peux. J'essaie de l'accompagner comme je peux. J'ai aussi compris qu'elle aussi, elle avait des problèmes. Aujourd'hui, je vois qu'elle va super bien. Je suis content de ce que j'ai pu apporter. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Jeanne Cazès. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Marius Sor. Montage, Mona Delahaye. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner,
rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.